les 4 groupes aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, toute la section. Toute la section. Toute la section, et on est 13, donc j'enlève mes 2 connexions. Donc, vous êtes 11 étudiants. C'est très, très, très peu. Hein. Tout le monde sait, n'est-ce pas, Kenza? Oui, l'info a été partagée, madame. D'accord, bon. Donc, on commence notre TP et je commence par partager mon écran. Alors, d'abord, donc, votre TP est au niveau de la Dropbox, pardon, du Drive. Et je commence par partager. Bien, donc, alors, juste un petit rappel par rapport aux questions que j'avais eues la semaine passée, enfin, dimanche passé, par rapport au dessin de la boundary, decision boundary, donc la limite de décision. Donc, ce qui était demandé et ce que j'avais enfin, déjà implémenté, c'était de prendre donc un intervalle de points. Et ça, vous pouvez le faire avec, donc par exemple, line space, voilà. Donc, line space, ça va vous créer donc des points entre des points équidistants. Donc, un vecteur de points équidistants. Et on veut créer un vecteur x1 et un vecteur x2, pas forcément les points qui étaient dans notre base de données. Vous pouvez toujours utiliser les points qui étaient dans l'ensemble de données, mais on préférait un petit peu peut-être utiliser quelques points juste pour avoir la distance égale entre chaque point du vecteur x et du vecteur y. X1 plutôt et X2. Donc ça, c'est nos caractéristiques. Ensuite, on va appeler la fonction de mapping, celle qui calculait tous les X3 jusqu'à X28, donc tous les X du polynôme, enfin, toutes les nouvelles valeurs du polynôme, donc x1 à la puissance 3, x1 à la puissance 2 fois x2, etc. Donc, on va essayer de calculer toutes ces valeurs et par la suite, on va calculer en se basant sur ces valeurs, donc les caractéristiques, donc les exemples, on a imaginé des exemples équidistants pour pouvoir dessiner notre cercle ou notre fonction. Donc, une fois qu'on aura ça, on va appeler notre fonction qui fait la prédiction. Donc, en utilisant notre ensemble des x, on va calculer notre z, qui est notre output, qui est l'hypothèse. Donc, l'hypothèse en utilisant nos θ. Et on aura ça pour chaque valeur de x et chaque valeur de x1 et chaque valeur de x2. Donc, on aura une matrice avec la taille de x1, la taille de x2, et c'est là qu'on va dessiner donc, avec peut-être la fonction contour. On peut utiliser la fonction contour, je pense que c'est une fonction de NumPy. Donc, la fonction contour qui va dessiner notre limite de décision. Donc, ça, c'était par rapport à la question qui était posée durant la séance de dimanche. Voilà, donc lorsqu'on dessine, on va dessiner donc x1 l'axe des x, x2 l'axe des y et notre z qui est une matrice et qui est une matrice qui aura une valeur pour chaque x1 et x2. Et bien sûr, donc x1 et x2, c'est un ensemble de valeurs équidistantes. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond. Je ne sais même pas si la personne qui a posé la question est là ou pas.
là où les personnes, donc il y en avait plusieurs. Je ne sais pas si c'était vous, Abdelraouf. Je me rappelle qu'il y avait Khattabrim qui avait aussi posé la question sur le chat. Mais je ne me rappelle pas si c'était Abdelraouf, si c'était vous qui avez posé la question. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, on est là jusqu'à 9h30, 10h30, 10h45. Donc, vous pouvez toujours poser la question plus tard ou reposer votre question si l'étudiant est là ou n'est pas là. Donc, on passe au TP numéro 5. Pour le TP numéro 5, donc on va essayer de commencer une implémentation d'un réseau de neurones, donc un forward pass, donc une propagation en avant. Et donc la propagation en avant, ce qu'elle va nous donner, c'est tout simplement la prédiction. Donc, lorsque je fais une propagation en avant, j'ai les prédictions que je veux avoir, les prédictions de ma classification. Lorsque je fais une propagation en arrière, je suis en train d'entraîner mon modèle. Bien sûr, donc l'entraînement du modèle inclut la propagation en avant et en arrière. Donc en avant pour faire une prédiction, en arrière pour voir l'erreur de cette prédiction et propager l'erreur dans tout notre réseau, propager le gradient, donc la dérivée de l'erreur par rapport à nos paramètres, et propager ça sur chaque paramètre. Donc on va mettre à jour les paramètres. Ça, on n'en est pas encore arrivé, donc backpropagation, pas encore. Donc ça, on fera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Pour cette semaine, donc on commence avec la propagation en avant. Donc on va juste faire une prédiction avec un ensemble de paramètres. Mauvaise connexion. Je repartage mon écran. Voilà, donc vous pouvez dès à présent aller vérifier votre drive pour télécharger votre code. Donc, dans le code, on aura 3 ensembles de données. Enfin, pas 3 ensembles de données, mais 3 fichiers CSV. Et on va voir donc ce qui suit, le contenu de chaque fichier. Donc, pour la régression logistique qu'on a fait la semaine passée, le TP précédent et le cours précédent. Pour le TP précédent, on avait fait une régression logistique pour une classification binaire, n'est-ce pas? Donc, on devait classifier si l'étudiant serait, si une pièce serait acceptée dans son contrôle de qualité, donc acceptée oui ou non. Donc, classification binaire. Pour aujourd'hui, on va essayer d'utiliser le même algorithme de régression que vous avez utilisé pour le TP précédent, mais pour une classification multiclasse, donc une multiclassification. Alors, dans ce TP, nous aimerions faire une classification multiclasse. Pour ce faire, nous allons comparer entre une classification utilisant la régression logistique, et une classification en utilisant les réseaux de neurones. L'ensemble de données que nous allons utiliser est le même que celui utilisé durant le TP1. Donc, vous vous rappelez, durant le TP1, on avait fait une classification de chiffres manuscrits et on va reprendre le même ensemble de données, mais maintenant, on est en train de voir plus en détail et on est en train d'implémenter nous-mêmes tous les algorithmes qu'on avait vus brièvement durant le TP numéro 1. Donc, les images des chiffres manuscrits. Alors, pour les images, je vous ai aussi mis le lien de l'ensemble de données, donc le lien de MNIST. Donc, vous pouvez, donc l'intégralité. Alors, pour notre TP, on a utilisé seulement un sous-ensemble, donc 5000 images, donc un sous-ensemble de la base de données MNIST. Mais pour la totalité de la base de données, à la base, c'était professeur Lecoun qui avait proposé ça en 98.
je crois. Et donc ici, donc, vous avez l'ensemble d'entraînement, l'ensemble de tests, l'ensemble d'entraînement, donc les images en elles-mêmes et les étiquettes de ces images. Et on a ici donc un tableau comparatif entre les différents classifieurs et l'erreur, donc l'erreur de classification. Maintenant, vous avez assez de bagages pour comprendre tout ce qu'il y a dans cette page. Donc, classifieur linéaire, classifieur avec cas plus proche voisin, decision trees, boosted trees. Donc, bon, ça, on a vu brièvement durant le TP1. Les SVM, les réseaux de neurones. Et donc, le dernier avancement était en 2012 avec les réseaux de neurones convolutifs. Et je vous ai dit qu'à partir de 2012, tout le monde avait commencé à oublier les classifieurs classiques, donc SVM, cas plus proche voisin, les arbres de décision, pour se concentrer surtout en classification d'images, pour se concentrer sur les réseaux de neurones convolutifs, ConvNet. Et ça, c'est vraiment typique de l'analyse d'images, vu que la convolution, c'est une opération qui est appliquée beaucoup plus pour les images, pour les signaux en général, un signal unidimensionnel ou multidimensionnel. Donc, je reviens à notre code. Alors, quelques implémentations des librairies, comme d'habitude. Et là, on va essayer d'aller lire nos données. Donc, nos données sont dans le fichier data. Le fichier data, alors, si vous vous rappelez, durant le TP1, j'avais pris les données telles quelles que j'avais utilisées précédemment. Donc, l'étiquette des objets de classe 0, donc les images qui contiennent des zéros, avait une étiquette égale à 10. Pour ce TP, donc j'ai changé ça. Donc dans Data, vous allez trouver donc de 0, les étiquettes de 0 jusqu'à 9. Donc les images qui contiennent le chiffre 0 auront une étiquette 0. Les images qui contiennent les chiffres de 1 à 9 auront le chiffre de 1 à 9 dans l'étiquette. Pour la construction de l'ensemble de données, donc on a 5000 exemples. A subset of MNIST, donc un sous-ensemble de MNIST, et on a 401 colonnes, donc ça c'est les caractéristiques, plus l'étiquette. Donc 400 colonnes pour les caractéristiques et une colonne pour l'étiquette 0, 1 jusqu'à 9. 400 colonnes, ça nous vient d'où, s'il vous plaît? Juste pour voir si vous êtes avec moi ou vous êtes endormi. Donc les 400 colonnes, c'est quoi? Ça représente quoi dans notre ensemble de données? La taille de l'image. Très bien, donc c'est la taille de l'image, c'est 20 fois 20. 20 fois 20. C'est très bien, c'est pas 28 fois 28. Donc Ahmed, je vous ai déjà dit que effectivement dans MNIST, ce que vous allez trouver sur Kaggle, ce que vous allez trouver un peu partout dans les tutoriels, c'est des images de 28 fois 28. Pour l'ensemble que je vous donne, c'est des images de 20 fois 20. Et donc, les 400, ça nous vient de 20 fois 20, 20 pixels fois 20 pixels. Bon, juste pour rappel ou pour information, donc pixel, ça nous vient de picture element. C'est le plus petit élément d'une image numérique. Hein, parce qu'une image analogique ne contient pas de pixels, mais c'est le plus petit élément d'une image numérique. Et ça contient des valeurs de 0 jusqu'à 255, où le 0, c'est le noir, 255, c'est le blanc. Pour une image binaire, ça va être 0 et 1. C'est ce qu'on a normalement. Je ne sais pas si nos images sont... Non, nos images sont au niveau de gris. Donc, c'est des images où le pixel est entre 0 et 255. 255, le blanc, 0, le noir. Et plus j'avance vers le 255, plus je vais vers les niveaux de gris. Très bien, donc 400 pixels, 400 éléments. Donc c'est notre image qui était une matrice de 20 fois 20. On la transforme en un vecteur stacked, donc un vecteur qui contient 400 valeurs. Alors, dans ces données, les 4 premières colonnes représentent les pixels de l'image.
La dernière colonne représente la classe de l'image, les chiffres de 0 à 9. Et là, donc, je vous ai mis, juste pour rappel, le lien de la base de données MList. Chaque ligne représente un exemple de notre ensemble de données. Ça, on l'a vu depuis le TP1. Et on va mettre ces données dans les vecteurs correspondants. Comme d'habitude, notre intercept, donc la colonne des 1, qu'on va rajouter au début. Donc, x est égal au 1, la colonne des 1, puis les données, donc l'ensemble des données, jusqu'à la dernière colonne moins 1. Et les y, c'est la dernière colonne. Et donc, on va juste vérifier qu'on a bien les bonnes dimensions. Donc, effectivement, donc on a 5000 exemples. Première colonne des caractéristiques est égale à 1 et 400 colonnes qui sont les restes, donc les niveaux de gris de l'image. 5000 aussi pour chaque exemple et une colonne qui est l'étiquette. On visualise, donc j'ai repris exactement le même code qu'on avait fait en TP1. Donc, on va voir quelques images. Et là, donc, vous voyez bien que l'étiquette 0, l'image 0 a l'étiquette 0. Label est égal à 0. Donc, on a un petit peu évité le problème qui était entre MATLAB et Python. Donc, les indices commencent de 0. On commence avec la régression logistique. Et pour cette partie, donc, on aimerait utiliser la régression logistique pour classifier nos images. On rappelle encore une fois que la régression logistique est appliquée seulement à une classification binaire. Pourquoi? Parce qu'en sortie, j'aurai donc la probabilité d'appartenance à la classe 1 versus la probabilité de non-appartenance à la classe 1. Et donc, pour essayer d'étendre ça à une classification multiclasse, bien sûr, on a besoin d'une stratégie. On adopte la stratégie 1 contre tous. Rappelons, voilà, donc pour étendre la régression, donc on va utiliser la stratégie 1 contre tous, one versus all. Nos paramètres θ seront donc une matrice avec un nombre de lignes égal au nombre de classes et un nombre de colonnes égal au nombre de caractéristiques. D'accord? Donc, ce qu'on aura ici, donc ça va être notre θ. Donc, d'habitude, notre θ, c'est un vecteur où on aura donc θ transpose fois x. Donc, on aura un vecteur en ligne multiplié par un vecteur en colonne. Donc, ça, c'est notre x et ça, c'est notre θ. Et pour trouver notre hypothèse, vous vous rappelez, dans la régression, donc l'hypothèse de x par rapport à θ. Donc, ça va être θ en ligne, donc θ transpose, donc ça, c'est θ transpose, multiplié par x, donc nos deux vecteurs, et on aura une valeur qui va déterminer la probabilité d'appartenance à la classe 1. Maintenant, du moment qu'on aura plusieurs classes, donc on va adopter un θ pour chaque hypothèse. Donc, en fait, on aura une hypothèse, donc hθ pour la classe 1, hθ pour la classe 2, jusqu'à hθ pour la classe 10. Et donc, si j'ai ça, donc j'aurai plusieurs valeurs. Et donc, notre θ, juste pour utiliser une vectorisation, au lieu d'utiliser plusieurs θ, donc on va utiliser une matrice des θ. Donc, premier θ va être les paramètres de notre hypothèse pour la première classe. Donc, h, θ de x pour la première classe. Je vais mettre 1 ici. Bon, ça, je vais mettre en crochet. Ça va être différent que de hθ de l'exemple 1. Donc, ça, c'est juste pour dire que c'est la classe 1.
Et je reprends la même chose pour la classe 2. Donc, j'aurai un autre hθ. Donc, ça, c'est hθ pour la classe 1. Ça, c'est θ, pardon. Θ pour la classe 2, θ pour la classe 3, etc. Bon, bien sûr, ça, c'est θ transpose. Hein. Donc, j'aurai le nombre de lignes est égal au nombre de classes et le nombre de colonnes va être égal à quoi, s'il vous plaît? Le nombre de colonnes de la matrice grande θ, ça va être quoi? Donc, si je prends ça, c'est un grand θ. Et ce grand θ va correspondre, donc son nombre de lignes va être égal au nombre de classes. Parce que j'aurai un vecteur θ pour chaque classe. Et le vecteur θ, ça va être le vecteur que je vais multiplier par x pour avoir la probabilité d'appartenance de la classe 1. Donc, s'il vous plaît, le nombre de colonnes de θ est égal à combien? Réfléchissez, s'il vous plaît. Le nombre de colonnes. Donc, si je prends que le nombre de lignes est égal à 10, j'ai dit que chaque ligne va correspondre à une hypothèse de ma classe. Le nombre de colonnes va être égal à quoi? Ce n'est pas 10, Ahmed. C'est égal à quoi? Chaque ligne de θ, je vais la multiplier par x, n'est-ce pas, pour avoir l'hypothèse. Donc, le nombre d'éléments de θ, c'est combien? Non, c'est pas 2. Non, c'est pas 2. On a combien? Très bien, très bien. C'est 401. On a 401 caractéristiques, n'est-ce pas? Enfin, 400 caractéristiques et notre intercept. Donc, on a 400. Vous êtes d'accord, Kenza? Et qui m'avait dit 10? Ahmed. Donc, on a besoin de 400 valeurs. Vous êtes d'accord? 400 valeurs, vu que θ, « 10 fois y hat. Pourquoi 10 fois y chapeau? 10 fois y hat. Pourquoi? Donc, ce qu'on est en train de dire, Ahmed, c'est que en temps normal, si je faisais une classification binaire, j'aurais mon θ, j'aurais un θ qui aura quelle taille? Le θ que je vais multiplier par x aura quelle taille? Et je vais dire que j'ai un vecteur, d'accord? Donc, j'ai un vecteur de 401 lignes. Donc, j'ai un vecteur de 401 lignes. Donc, là, j'ai un 1. Et le reste, c'est des valeurs. C'est mes valeurs, c'est mes caractéristiques. Ça, c'est un exemple. Donc, ça, c'est mon x. Voilà, très bien. Donc, mon x, je le multiplie par θ. Donc, θ transpose fois x. Donc, la taille de θ, c'est 401. J'ai 401 paramètres. Et si je fais l'extension pour 10 classes, donc chaque ligne représente le θ qui va être multiplié par notre x. Chaque ligne, c'est notre θ multiplié par x. Donc, le nombre de colonnes est égal au nombre de caractéristiques plus le intercept. Donc, vous avez raison, donc c'est 401. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Si je reviens. Donc, alors, je reviens. Donc, number of classes. Je peux avoir ça en essayant de vérifier quelles sont les valeurs uniques de y. Et là, c'est un code générique, donc je peux l'appliquer à n'importe quel ensemble de données. Donc, même si le nombre de classes n'est pas égal à 10, donc je vais dire que le nombre de classes est égal aux valeurs uniques de y. Mes θ, donc ma grande matrice des θ, ça va être, donc je l'initialise à des zéros, le nombre de classes, donc combien de classes j'ai. Alors ça, c'est pas nombre de classes. Hein, nombre de classes, c'est number classes.shape. Bon, l'appellation n'est pas très adéquate. Donc ici, c'est les classes. Les classes, c'est NP unique. Bon, je vais modifier ça. Bon, essayez de modifier chez vous. Hein. Donc,
Voilà, donc classes.shape. Bon, je peux mettre carrément ici. Voilà, donc les classes que j'ai sont les valeurs uniques de Y. Le nombre de classes, c'est le nombre d'éléments dans ce vecteur qui sont des valeurs uniques de Y. Et mes θ, donc ça va être, le nombre de lignes va être le nombre de classes et le nombre de colonnes va être la taille de X, donc le nombre de colonnes de X. Bien sûr, donc dans cette implémentation, j'ai choisi d'avoir donc le nombre de X, pardon, donc le nombre de classes en ligne et le nombre de caractéristiques en colonne. Ceci peut aussi être permuté, mais il faudra juste faire attention au reste de traitement. Voilà, donc j'ai 10 lignes pour les 10 classes et j'ai 401. Oui. Madame, juste une question, s'il vous Oui. plaît. Oui. La sortie le traitement, c'est quoi le shape au juste? Parce que le Y le fort. Est-ce qu'on doit en faire un pré-traitement باش نرجعوه catégorical ou j'ai pas bien compris le shape تاع la sortie تاعنا هنا. Shape تاع la sortie, ça va être exactement comme une fonction linéaire, une fonction de régression logistique. Et ici, vos θ vont être des θ pour chaque classifieur. Donc, alors, donc si j'envoie donc mon ensemble de θ, qui est de 10 lignes, la sortie, c'est ça. Donc, la sortie de votre modèle, ça va être pas un vecteur de θ, mais plutôt une matrice des θ. Et chaque ligne, ça va être les θ d'une classe particulière. Oui, madame, j'ai compris ça, Oui. mais l'output, par le output, je veux dire le Y. Le Y, très bien, voilà. Très bien. Le Y, donc, ce qu'on va faire pour le Y, ça va être une classification de 1 contre tous. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on aura donc un Y pour chaque classe. Donc, première hypothèse, deuxième hypothèse, troisième hypothèse, quatrième hypothèse. Je sais que mon hypothèse, c'est un scalaire. Donc, H, θ de X va être égal à un scalaire, qui est la probabilité d'appartenance. C'est ce que me retourne la régression logistique, n'est-ce pas? Donc, le scalaire pour la classe 1, le scalaire pour la classe 2, le scalaire pour la classe 3, etc. Donc, j'aurai ici des probabilités où la somme n'est pas forcément égale à 1. Pourquoi? Parce que chaque sortie a été donnée par un algorithme de classification, un modèle de régression logistique. Est-ce que vous voyez un petit peu? Ah, d'accord. Donc, c'est 10 fois 1. C'est 10 fois un scalaire, exact. 10 fois 1, exactement. Donc, madame, j'ai oublié ce que je voulais demander. J'essaie de vous rappeler. Donc, dès que vous vous rappelez votre question, donc vous la posez. Hein. D'accord. Bien, donc nos θ, donc on va retourner une matrice. On a initialisé nos θ, donc les θ, donc on va les initialiser quelque part. Bon, je continue. Madame. Oui, oui. Moi. Donc, madame, le Y, on va le transformer avant de faire le learning. Exact. On va le transformer. Normalement, ça, je l'ai déjà fait. Donc, vous allez le trouver directement dans l'implémentation. Est-ce que normalement, j'ai déjà fait ça. Linear regression. Voilà. Donc, je l'ai fait ici. Hein.
Je repartage une seconde, j'ai perdu ma connexion. Voilà, donc je continue. Alors, les classes, on a pris les valeurs uniques de Y. Ensuite, le nombre de classes, donc ça, on a fait. Et on a créé nos θ initiaux. Donc, all θ, qui est une matrice 10 lignes et 401 colonnes, où chaque ligne représente les paramètres qu'on va optimiser pour un classifieur donné. Et on a besoin de 10 classifieurs, vu qu'on est en train de faire une classification un contre tous. Et là, on va commencer avec nos paramètres, le nombre d'itérations, notre lambda, qui est donc le paramètre de la régularisation, notre alpha, donc notre taux d'apprentissage, et on va initialiser nos θ. On va les initialiser aléatoirement. Enfin, aléatoirement. On va les initialiser par des zéros. Et là, donc, pour chaque classifieur, donc vous voyez ici, in range de classes. Non? In range the number of classes. In range the number of classes. Est-ce que c'est bon? En θ de I. Donc c'est bon. Voilà. Donc c'est ici qu'on va transformer nos Y pour faire une stratégie un contre tous. Donc mon θ que je vais retourner va être, je vais appeler l'algorithme de logistic regression pour laquelle je vais calculer le coût. Alors, ce qu'on va mettre dans la fonction LR cost function, ça ne va pas être seulement le calcul du coût, mais on va retourner carrément nos paramètres. Donc, tout ce qu'on doit faire sera mis à l'intérieur. Donc, linear regression cost function doit contenir et le calcul de coût, et le calcul du gradient, et l'algorithme de la descente du gradient. Donc, tout ça, vous allez le mettre à l'intérieur. Donc, soit à l'intérieur, soit vous créez vos fonctions à l'extérieur et vous les appelez à l'intérieur. Mais donc, LR cost function doit nous retourner les valeurs finales, donc nos θ, nos paramètres. Ce qu'on donne en paramètres en entrée, c'est bien sûr nos caractéristiques, notre Y, et là, c'est là qu'on va transformer. Donc, Y égale 0. Pourquoi j'ai mis ça? As type de int. Y égale à I. Y égale Bon, ici, normalement, c'est là qu'on devrait faire une transformation. Bon. Je pense que... Donc, la transformation qu'on doit mettre ici, c'est de dire que Y est égal à 0 lorsque Y est égal à 0 lorsque Y est différent de I, de classe de I. Donc, lorsque Y est différent de classe de I, Y va être égal à 0. Et là, ce n'était pas le code que j'avais écrit, donc je crois que j'ai supprimé la cellule. Y égale la classe de I. Donc, normalement, c'est ça. Y égale la classe de I et non pas 0. Voilà, donc normalement c'est ça. Hein. Je prends le vecteur Y.
oui, je prends le vecteur y et je vais vérifier si y est égal à la classe, au classifieur de la classe que j'ai choisi. Donc, je commence par le classifieur qui va classifier la classe 0 contre toutes les autres classes. Donc, en fait, je vais aller chercher la classe 0 et là où j'ai la classe 0, y est égal à 0, ça va être des 1, sinon, ça sera des 0. Donc, dans Python, si je mets y est égal à la classe de i, dans ce cas-là, j'aurai un vecteur booléen, donc false et true. Et je vais le transformer en utilisant astype de int. Donc, je vais le transformer en entier pour avoir un vecteur de 0 et de 1. Donc, lorsque la classe est égale à 0, ça va être des 1. Et lorsque la classe est égale est différente de 0, ça va être des 0. Et je fais ça pour la classe 1. Donc, pareil, on transforme. Je fais ça pour la classe 2, je transforme. Donc, là où j'ai y est égal à 2, ça va être égal à 1 et tout le reste va être égal à 0. Et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait fait. Enfin, pas tout categorical, pas vraiment ça. Mais plutôt c'est juste une transformation où je mets 1 pour la classe en question et 0 pour le reste. Sachant que y, c'est un vecteur. Hein. Bon, y, c'est toujours un vecteur. Madame, Donc, pourquoi pas mettre y égal à i? علاش classe de i? On peut faire égal à i, non? Classes de i, oui, ça vous donne la même chose si vous faites i, mais si à l'intérieur de vos classes, donc vous avez des classes, donc l'étiquette est égale à 0, 100, 400, 300, et nous on a pris les valeurs uniques, donc la classe va être 0, 400, 500. mais علاش عندنا 400 et 500 شنو j'ai pas vu les données ماشي عندنا 10 برك من 0 عندنا 10 oui ماشي عندنا 0 1 2 3 4 5 6 oui عندنا ça mais je pense que c'est plus générique d'utiliser classe de i. D'accord. Attendez, est-ce que c'est plus générique d'utiliser classe de i? Oui, c'est plus générique d'utiliser classe de i. Donc, dans y, vous pouvez avoir, je vais dire, je sais pas, la classe, j'ai seulement, donc dans mon ensemble d'apprentissage, je n'ai pas la classe 8. Donc, j'aurai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ensuite 9. Donc, le 8 n'existe pas. Donc, le i ne va pas correspondre à la bonne classe. Et si je fais la prédiction, je vais dire que cet objet appartient à la classe 8 parce que j'ai utilisé directement mon i. Donc, c'est préférable, juste pour que ça soit plus générique, c'est préférable d'utiliser classe de i au lieu de i directement. Donc, notre code doit toujours être le plus général possible et refléter les données. Voilà, donc y est égal à classe de i.astype. Donc, on a fait la petite transformation et on envoie à l'algorithme de logistic regression nos paramètres initiaux θ, alpha, le nombre d'itérations maximum et notre paramètre de régularisation. Et on va retourner donc, dans all θ qu'on a initialisé à des zéros. Donc, pour la première ligne, on va retourner le vecteur θ. Donc là, si vous avez utilisé un vecteur en sortie de la classe Logistic Regression, donc faites attention, θ doit être une ligne. Donc, vous allez utiliser une transposée. Qu'on va mettre dans all θ ici. Et enfin, on va appeler la fonction predict one versus all. Pour la prédiction, donc on va essayer de prédire donc, en prenant les caractéristiques, donc l'ensemble de données, on va essayer de prédire la valeur de y, donc y prédit, en utilisant tous les classifieurs. Donc, all θ. Qu'est-ce que j'ai mis dans ça? Donc ça, je vous ai laissé le soin de tout faire.
Ici, en utilisant les paramètres calculés par la régression logistique, donc nos all θ où chaque ligne représente les θ d'un classifieur donné, classifieur de chiffre 0, chiffre 1, chiffre 2, etc., nous aimerions retourner les étiquettes prédites. Ici, chaque classifieur retournera une probabilité. Bien sûr, Hθ, c'est un scalaire, donc j'aurai une probabilité. Si elle est supérieure à d'habitude pour classifier, en utilisant une hypothèse, je vais dire si elle est supérieure à un certain seuil, donc c'est la classe 1. Si elle n'est pas supérieure à un certain seuil, c'est la classe 0, donc ce n'est pas la classe 1. C'est ce qu'on aura ici, mais pour chaque classifieur. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre tout simplement la probabilité maximale. Donc, en fait, on aura donc ici, c'est all θ. All θ contient des lignes de mon θ transposées. Donc, classe 0, le chiffre 0, classe 1, le chiffre 1, classe 2, le chiffre 2, jusqu'à la classe 9. Donc, all θ, je multiplie par mon x et j'aurai mon hypothèse de la classe 1, de la classe 0. Donc, h θ de x pour la classe 0. Donc ça, on va mettre carrément dans la sortie. Comment j'ai appelé ça? Bon, je n'ai pas appelé ça encore. Donc vous allez appeler ça quelque chose. Donc ici, c'est hypothèse all. Donc, c'est toutes nos hypothèses. L'hypothèse de la classe 0. Donc, je sais que Hθ de x va me donner un scalaire. Donc, je vais imaginer qu'ici, j'ai un 0,3. Pour la classe 1, donc pareil, je prends la ligne. Ma ligne de mon θ, donc c'est les paramètres de θ que m'a retourné ma régression logistique pour la classe 1. Donc, on a entraîné la classe 1 contre toutes les classes. Je multiplie par mon x et j'aurai une autre probabilité. Donc, je vais avoir un 0,7. Pour la classe 2, la même chose. Je multiplie mon θ par mon x et j'aurai mon hypothèse de la classe 2. Donc, hypothèse Hθ de x pour la classe 2. On va ici mettre dans notre H all. Et j'aurai peut-être ici un 0,9. Je répète pour la classe 3, 0,3, etc., etc. Jusqu'à 0,5, peut-être la classe 9. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas égal à 1. La somme n'est pas égale à 1. Pourquoi? Parce que c'est des probabilités que chaque classifieur a retourné. Ici, ce que j'aurai en somme de 1, c'est cette sortie. Donc, probabilité d'appartenance à la classe 1 versus, donc on avait dit, donc la probabilité d'appartenance P de x est égal à 1, P de y est égal à 1, sachant x et θ, égale à P de y est égal à 1 moins P de y, la probabilité que y égale à 0, sachant
x et θ. Donc, en fait, pour avoir la probabilité, pour avoir la somme est égale à 1, je vais juste prendre le 0,3 et le soustraire à 1. Donc, j'aurai ici un 0,7. Donc, c'est ça qui est égal à 1. Et pareil, donc pour la classe 2, donc 0,7 plus 0,3, 0,3, etc. Donc, chaque ligne, la somme de y égale à 1 et y différent de 1, y égale à 0, est égale à 1. Mais la somme de toutes les probabilités de chaque classifieur n'est pas égale à 1. Parce que c'est la sortie de chaque classifieur. Donc, si vous trouvez des résultats ici où le vecteur de prédiction, sa somme n'est pas égale à 1, c'est tout à fait normal, étant donné que ce qu'on est en train de mettre ici, c'est juste le output d'une hypothèse pour une classe donnée. Et là, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? Si j'ai les probabilités d'appartenance de l'objet X, donc je reprends. Donc, j'ai all θ. Chaque ligne de all θ, c'est mes θ d'une classe donnée. C'est les θ de l'hypothèse de chaque classe. Donc, les θ de l'hypothèse de la classe 0, les θ de l'hypothèse de la classe 1, les θ de l'hypothèse de la classe 2, etc. jusqu'au θ de l'hypothèse de la classe 9. Pour l'exemple X, j'aurai un vecteur donc c'est la multiplication de la première ligne de all θ fois X. J'aurai un premier scalaire qui est notre hypothèse. Le deuxième, j'aurai un scalaire de notre hypothèse pour la deuxième classe. Et ainsi de suite. Donc, en fait, j'aurai 10 lignes dans mon θ all. Donc, 10 lignes. Qu'est-ce que je fais avec ces 10 lignes, s'il vous plaît? Donc, pour un X donné, la sortie de predict one versus all va être un vecteur de 10 lignes et le nombre d'exemples en colonne. Si je prends seulement pour le premier X, qu'est-ce que je fais à ce output? Pour avoir la prédiction, madame. On va voir la prédiction. Comment? Le maximum. Qu'est-ce que je fais? Oui, le maximum. Très bien. Donc, je vais prendre le maximum entre le output de chaque hypothèse. Donc, l'hypothèse de la classe 1, l'hypothèse de la classe 2, l'hypothèse de la classe 3. Je vais tout simplement aller prendre le maximum. Donc, je vais prendre ici, dans cet exemple, le 0,9. Donc, le 0,9, c'était la classe, donc 0, 1, 2. Donc, c'était la classe 2. Donc, en fait, mon X, avec une stratégie 1 contre tous, appartient à la classe 2, étant donné que c'est l'hypothèse de la classe 2 qui m'a donné la plus grande valeur. Et donc, mon X, c'est la classe 2. Donc, ça, c'est mon Y prédit. Je vais comparer avec mon vrai Y. Donc, je vais voir, est-ce que Y prédit égale à Y? Si oui, donc le nombre d'exemples, le nombre de classifications correctes est égal au nombre de classifications correctes plus 1. Donc, c'est ce que veut dire la stratégie 1 contre tous. Donc, predict one versus all. Le output de linear regression cost function va être mes θ, donc une matrice de θ, une très grande matrice, où le nombre de lignes, c'est le nombre de classifieurs, donc c'est le nombre de classes, et le nombre de colonnes, c'est le nombre de paramètres, donc c'est la taille ou le nombre de colonnes de ma matrice X. Donc, c'est le nombre de caractéristiques plus le intercept. Une fois que j'aurai ça, une fois que j'aurai tous mes θ, je vais utiliser ces θ pour calculer Y predicted. Et Y predicted, ça va être tout simplement donc, la classe ou l'indice de la probabilité maximale qui a été retourné par toutes nos hypothèses. Donc, je multiplie mon θ, mon grand θ, θ all, par mon X,
Et là, donc, on a pris un seul x, c'est juste pour, comme exemple, mais en fait, ce qu'on a besoin de prendre dans la programmation, donc je vais prendre ma matrice θ et mes x. Donc, ma matrice θ, donc θ pour la classe 1, θ pour la classe 2, θ pour la classe 3, jusqu'à θ pour la classe 10, et qu'on va multiplier par nos x. Bon, alors, ça va être l'inverse. Donc ici, j'ai 5000 exemples, donc de 1 jusqu'à 5000, premier exemple jusqu'au 5000e exemple. C'est le nombre d'exemples qu'on a. Et les caractéristiques, j'en ai 401. Et là, donc mes θ, qu'est-ce qui cloche? Donc ici, j'ai 401. Donc x transpose. Donc x, ici, ça doit être en transposé pour avoir donc les exemples en colonne. Donc ici, j'aurai 5000 exemples. 5000 exemples. Et le nombre de caractéristiques qui est égal à 401. Et donc, on va prendre θ de la classe 1 que je vais multiplier par le premier exemple. Et j'aurai une hypothèse, première hypothèse. Ensuite, deuxième exemple, hypothèse. Voilà, donc, c'est ça. Une seconde, je dois arranger un petit peu. Bon, donc, θ, c'est les paramètres de notre fonction hθ pour le classifieur de la classe 1. Donc, je prends la ligne, je multiplie par le premier exemple. Donc, le résultat va être, donc, ligne fois colonne. Donc, ça, c'est l'hypothèse de l'exemple numéro 1, que je vais mettre entre parenthèses, du classifieur numéro 1. Je prends les mêmes paramètres pour l'exemple numéro 2. Donc, j'aurai l'hypothèse de l'exemple numéro 2 pour le classifieur numéro 1. Voilà. Et je continue jusqu'à l'exemple, jusqu'à l'hypothèse de l'exemple numéro 5000 pour le classifieur numéro 1, toujours. J'ai multiplié la ligne des paramètres de mon premier classifieur. Je suis toujours sur une classification 1 contre tous. Voilà, donc ça c'est le dernier exemple. Et je reviens sur le classifieur numéro 2. Donc c'est le classifieur qui va chercher la classe 2 contre toutes les autres classes. Donc le chiffre 1 contre tous les autres chiffres. Donc je prends la ligne de mes paramètres θ multipliée par la colonne du premier exemple. Et donc, on aura l'hypothèse de l'exemple numéro 1 en utilisant le deuxième classifieur. Donc, pareil, je prends la ligne, je multiplie par la deuxième colonne et j'aurai l'hypothèse de l'exemple numéro 2 avec le deuxième classifieur. C'est le classifieur de la classe 2 contre toutes les autres classes.
Et je continue avec l'hypothèse du dernier exemple. Donc, c'est l'exemple numéro 5000. En utilisant le classifieur numéro 2. Et je répète ça pour tous les classifieurs. Et donc, le dernier classifieur, ce sera donc hypothèse. Qu'est-ce que je mets en haut, s'il vous plaît? J'espère que je ne suis pas en train de vous embrouiller. Donc ici, la dernière valeur, ça va être l'hypothèse de quoi, s'il vous plaît? Indice, très bien. Très bien. Donc, c'est l'exemple numéro 1 en utilisant le classifieur numéro 10. Excellent. En utilisant le classifieur numéro 10. Donc, j'ai utilisé les paramètres θ du classifieur numéro 10, qui est la classe, l'image 9 contre toutes les autres images. Donc, la dixième classe contre toutes les autres classes, avec multiplié par la première colonne. Donc, c'est notre premier exemple. La dernière, donc, ça sera quoi? En utilisant le même principe. L'hypothèse, quoi? L'hypothèse, je sais que Abdelraouf a la réponse. Pour les autres, très bien, très bien. Très bien, donc c'est 5000. Donc c'est mon exemple, c'est mon 5000e exemple. 5000. Et qui a été obtenu avec le classifieur numéro 10. Très bien. OK, donc ça, c'est mon output. Ça, c'est le output de 1 contre tous. Chaque hypothèse. Qu'est-ce que je fais maintenant pour connaître la classe de l'exemple numéro 1, la classe de l'exemple numéro 2, la classe de l'exemple numéro 5000? Qu'est-ce que je fais? Donc ici, chaque hypothèse va me donner une probabilité, n'est-ce pas? Donc pour connaître la classe de l'exemple numéro 1, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais prendre l'exemple numéro 1. Donc ça, c'est l'exemple numéro 1. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc j'ai hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. J'ai 10 hypothèses pour l'exemple numéro 1. Qu'est-ce que je fais avec ça? Réfléchissez, s'il vous plaît. J'ai multiplié θ all par x. Ça, on l'a fait ici, n'est-ce pas? Donc ça, c'est θ all. Ça, c'est mon θ all. θ all, c'est ça. θ all, c'est mes θ après entraînement. Et ça, c'est mes x. Je vais prendre le max. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, je vais prendre le max de 1. Je vais prendre excellent. Donc, c'est argmax. C'est l'argument. C'est quel indice m'a donné le maximum, l'hypothèse maximale. Très bien. Donc, en fait, ici, j'ai des indices. J'ai les indices de 0 jusqu'à 9. N'est-ce pas? Donc, ce que je vais prendre, donc, alors, ce que je vais prendre, ça va être le maximum entre l'hypothèse de l'exemple 1 du premier classifieur, du deuxième classifieur jusqu'au 10e classifieur. Je vais supposer que maintenant, j'ai eu la probabilité maximale à l'indice numéro 3. Non, non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de normaliser quoi que ce soit, Kenza. Pourquoi? Parce que l'hypothèse est en train de me donner des probabilités. La probabilité que me donne l'hypothèse, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Donc, ce que j'aurai ici, H, ça va être compris entre 0 et 1. C'est juste la somme qui n'est pas égale à 1. Mais l'hypothèse, elle est à la base normalisée. Elle est à la base comprise entre 0 et 1. Est-ce que vous voyez, Kenza?
Ça, on le sait. Dans la régression logistique, le output, c'est une probabilité. On est sûr de ça. La régression logistique, c'est une sigmoïde appliquée à une fonction linéaire. Donc, dès que j'applique la sigmoïde, je suis en train d'avoir une valeur comprise entre 0 et 1. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous êtes d'accord, Kenza? Très bien. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de normaliser. Donc, toutes mes hypothèses, donc le vecteur ici, mon vecteur, qui sont les hypothèses de la classe de l'objet numéro 1, donc du premier X, parmi les 5000 exemples, du premier exemple. Donc là, j'ai un vecteur où chaque classe a voté avec une probabilité qui est comprise entre 0 et 1. Je suis sur une régression logistique, donc c'est sûr que je suis entre 0 et 1. Et là, donc j'ai trouvé mon argmax, la probabilité maximale, je vais peut-être la trouver ici. J'ai trouvé 3. Qu'est-ce que je vais faire avec ce 3? Que représente ce 3? Que représente ce 3, s'il vous plaît? Pour l'exemple numéro 1, c'est Y prédit. Bien, c'est Y prédit. Maintenant, si je reviens sur la question de Mohamed, qui a demandé pourquoi on va utiliser les classes, pourquoi je vais utiliser Y est égal à classe de I. Si j'utilise classe de I et non pas directement I, dans ce cas-là, mon I, ça, le argmax m'a donné l'indice. Donc, ça ne représente pas la classe. Comment je peux avoir la vraie classe? À votre avis, comment je peux avoir la vraie classe si les classes sont différentes de leurs indices? Donc, ça, c'est juste l'indice de la classe, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, si ça, c'est l'indice de la classe, ce n'est pas forcément Y hat. Très bien, très bien. Donc, je vais aller sur la classe de 3. Et c'est ce qu'on a mis ici. Donc, classes, on l'a mis là. Donc, classes, c'est NP unique. Et là, je sais que si je vais aller chercher dans classes l'indice numéro 3, je vais tomber sur la bonne classe. Bien sûr, donc si je suis la dataset qu'on a ici, c'est sûr que l'indice 3 va correspondre à la classe numéro 3. Hein. On est d'accord. Mais si les classes sont différentes, donc si j'ai une classe, si dans mon ensemble de données, la classe 10 n'est pas présente, au lieu de ça, j'ai la classe 400, dans ce cas-là, pour avoir la vraie classe, j'ai besoin de revenir vers classes. Et là, je vais prendre juste l'indice du maximum. Donc, argmax qui me donne l'indice que je vais chercher dans classes. Bien, donc là, on a appliqué une classification de 1 contre 12 pour faire. Alors, excusez-moi, une petite seconde.
Donc, on reprend. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. Bien. Madame, j'ai une Oui, question. S'il vous oui, plaît, le nombre d'Ahna, c'est le paramètre de régularisation. oui. Euh, Lambda, c'est pour... Oui, Madame, s'il vous plaît, هنايا علاش on utilise la régularisation ماشي on l'utilise si on utilise la régularisation ماشي on va pénaliser quelques euh, les paramètres تاع est-ce que c'est intéressant d'utiliser la régularisation dans ce dans cet ensemble de données, oui. Dans cet ensemble de données, vous pouvez ne pas l'utiliser, vous pouvez ne pas utiliser, mais dans cet ensemble de données, vous allez voir que c'est plus intéressant de régulariser vos données. d'accord, Plutôt de régulariser votre modèle. d'accord. Bien. Donc voilà, donc on a vu comment on utilise la régression logistique pour une classification multiclasse. On va essayer de passer maintenant. Alors, Y prédicte, donc on a vu comment on peut avoir Y chapeau pour l'exemple numéro 1 et on répète le même processus pour tous les exemples jusqu'à l'exemple numéro 5000. Et là, donc, le même code que vous avez utilisé pour la prédiction précédente, on va l'utiliser pour vérifier la classification de notre classifieur. Donc, c'est Y réel moins Y prédit fois 100. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Pour qu'on passe au forward pass. Pas de questions, ça va? Très bien. Donc, on peut passer au réseau de neurones. Alors, réseau de neurones, ça va être quelque chose de très, très simple. On est juste en train d'appliquer une combinaison linéaire, une fonction linéaire des nœuds, où chaque nœud, donc, c'est la combinaison linéaire des nœuds qui le précèdent. Pour les poids, donc les poids sont déjà entraînés. D'ailleurs, c'est ce que vous devriez peut-être trouver idéalement durant le TP, le prochain TP, donc lorsqu'on arrivera à la rétropropagation. Donc, les poids, vous allez les trouver dans le fichier w1.csv et w2.csv. Notre réseau est un réseau très simple. Donc, on a juste 401 nœuds dans la première couche, 400 nœuds pour les caractéristiques, les pixels, et le nœud, donc le biais, donc 1. Notre x0 est égal à 1, qu'on rajoute. Une couche cachée qui contient 25 nœuds, et une couche de sortie qui contient nos 10 nœuds. Donc les 10... alors, la couche cachée contient en fait 24 nœuds plus le biais. D'accord? Donc, normalement... Non, 25. 25 nœuds. Le biais, c'est le 26e nœud. Pardon. Donc, on a 25 nœuds et on rajoute bien sûr le biais lorsqu'on va calculer la couche suivante. Et la dernière couche, donc 3 couches, couche d'entrée, couche de sortie et couche cachée avec 25 nœuds. Les poids, donc, que vous allez trouver dans le fichier CSV, donc on a 425 25 nœuds et 401 paramètres, donc 25 fois 401. Donc, si j'ai ici 401 nœuds, et ici j'ai 25, donc de 1 jusqu'à 25, et ici de 1 jusqu'à 401. Donc, ce que j'aurai pour le premier nœud, ça va être 401 points, n'est-ce pas? Ce que j'aurai pour le nœud 2, ça va être 401 points. Ce que j'aurai pour le nœud 25, ça va être 401 points. Donc, en fait, la taille de notre matrice, qui sont donc tous ces paramètres, ça va être 25 multiplié par 401.
et c'est notre W1. OK? Donc W1 qui est 25 lignes et 401 colonnes. W2, donc pour W2, la même chose. J'ai donc 10 nœuds en sortie pour chaque classe. Et donc, pour la classe numéro, pour la classe de l'image 0, donc la première classe, j'aurai 25 paramètres plus le biais, qui est le 26 paramètres. Pour le nœud, la classe numéro 2, donc j'aurai le biais plus 25 paramètres. Pour la classe numéro 3, le biais bien sûr, plus nos 25 paramètres, jusqu'à la dernière classe, classe numéro classe numéro 10. Donc, j'aurai le biais plus 25 paramètres. Et donc, nous avons bel et bien 10 multiplié par 26, pardon. 25 plus le biais. C'est ce qu'on a donc dans W2, 10 fois 26. Et là, donc, le forward pass, en fait, le forward pass, ce n'est autre qu'une prédiction. Donc, on va faire une prédiction en utilisant nos X et en utilisant nos paramètres. Et là, c'est quelque chose de très, très simple. On va juste prendre notre X et on va le multiplier par W1. Chaque ligne de W1. Donc, chaque ligne de W1 fois chaque exemple. Et on aura donc nos nœuds. Et on passe vers le W2 qui était donc la sortie de W1. Et enfin, on arrivera à Y prédit. Donc, Y prédit qui va être ici des probabilités. Donc là, si vous trouvez que les probabilités, la somme des probabilités est différente de 0, là, il y a problème. C'est différent de la régression logistique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a directement appliqué une régression logistique. On a directement appliqué une fonction logistique à la sortie. Donc, la sortie avant régression, avant fonction logistique, avant sigmoïde. Donc, ça, c'est juste la multiplication des W2 et du output, du Z1, on va l'appeler Z1 qui est égal à X1 fois W1. Donc, ici, j'aurai mon output, je lui applique une sigmoïde et j'aurai le output qui sont des probabilités. Jusqu'à la dernière probabilité. Et là, donc, c'est mon Y chapeau. En appliquant simplement le forward pass, on aura le Y chapeau. Et pour avoir la classe de l'objet, qu'est-ce que je fais pour Y chapeau? Je suis là. Qu'est-ce que je fais pour Y chapeau, s'il vous plaît? Le Y chapeau qui est le output du forward pass. Ça, c'est mon réseau de neurones. Les paramètres, vous les avez. On aura un Y chapeau, donc c'est le output, max aussi, exactement. Plus grande probabilité, exactement. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, vous pouvez même avoir une fonction générique que vous allez utiliser et pour la régression logistique multiclasse et pour le réseau de neurones après forward pass. Donc, on peut imaginer une fonction forward pass qui va simplement calculer la propagation en avant de notre matrice X avec nos paramètres W1 et W2. Forward pass me donne le Y chapeau qui va être maintenant une matrice. Si je lui donne en entrée tous les exemples, j'aurai donc Y, nombre de classes en ligne et nombre d'exemples en colonne. Ou bien l'inverse, ça dépend de votre implémentation. Et à ça, je vais appeler la fonction qui calcule la plus grande probabilité et qui me retourne l'indice de la classe qui a donné la plus grande probabilité et qui va enfin me donner la classe
correspondante à ce x. Et bien sûr, le même calcul de la précision. Donc, je vais comparer le y réel avec le y prédit qui a été eu avec prédiction one versus all. Qui a été eu avec predict. Hein? Predict parce que predict, bon, j'ai séparé predict, c'est la prédiction avec réseau de neurones, forward pass, et predict one versus all, c'est la prédiction avec la régression logistique. Madame. Oui. Oui. Madame, aussi, on va trouver, c'est normal de trouver une probabilité, la somme de probabilité. Non. Non. Non, ici, non. Ici, non. Parce qu'ici, on a appliqué une fonction logistique juste avant. Donc, ici, votre somme des probabilités doit être égale à 1. Le réseau de neurones. Le réseau forward propagation. D'accord. Donc, les weights, ils sont déjà entraînés dans un... Ils sont déjà entraînés. Donc, ce que vous aurez une précision, je pense, de 95% environ. Du coup, madame, l'air, le modèle, c'est un softmax. C'est un softmax. Ah, d'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir une bonne précision avec un layer de softmax, le layer de sigmoid à la fin? Est-ce que c'est possible d'avoir une bonne précision? C'est ce que vous allez avoir avec ces points. Essayez de faire ça et découvrez ce que vous aurez en précision. Normalement, vous devriez avoir environ 95% de précision. Ah non. Dans la phase d'entraînement, je veux dire, déjà entraîné avec un softmax, on utilise un sigmoid à la fin. Non, c'est pas. Non, ce que vous avez, c'est pas softmax, hein, c'est avec une sigmoid. C'est un réseau très simple. Donc, à la fin, vous allez appliquer une sigmoid. Oui, je veux dire qu'à la phase d'entraînement, les weights, les weights, ils ont été entraînés avec une back propagation, ni softmax, ni rien du tout. C'est le squelette que vous allez implémenter la semaine prochaine, Inch'Allah. Ah, d'accord. Parce que vous avez dit que la somme des probabilités est égale à 1, c'est pas le sigmoid. Est-ce que c'est possible d'avoir la somme de probabilités égale à 1 avec un layer, l'effet sigmoid à la fin? C'est ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est ce que vous allez avoir, c'est ce que vous devez avoir, c'est ce que vous devez avoir. Vous devez avoir une somme égale à 1. Avec un layer de sigmoid à la fin. Exactement. Oh, d'accord. La sigmoïde, c'est ça le principe de la sigmoïde. La sigmoïde, lorsque vous avez des valeurs qui se rapprochent de moins l'infini, ça va être rapproché à 0. Parce que vous avez des valeurs qui tendent vers plus l'infini, ça va être remis à 1. Donc, c'est ça ce qu'on a fait dans la régression logistique. On a rajouté une fonction logistique qui est notre sigmoïde pour avoir les probabilités comprises entre 0 et 1. Mais la somme, tu sais, oui, 1 exactement, c'est 0,999999, c'est pas 1. 0,99999, oui. Voilà, madame. Oui, mais c'est pas supérieur à 1. Voilà, bien sûr. Non, c'est pas. Non, c'est rapproché à 1. Ce que je veux dire par égal à 1 est différent de régression logistique, c'est par rapport à la somme de la régression logistique multiclasse où on aura une somme supérieure à 1. Donc, du coup, on n'aura pas une somme supérieure à 1. Non, c'est ça? Non, vous n'aurez pas une somme. La somme de votre couche de sortie ne va pas être supérieure à 1. Parce qu'il est entraîné mleh ou là, si on avait des weights aléatoirement générés, kiff, on n'aura pas la somme supérieure à 1. Oui, c'est ça votre sigmoïde. C'est ce que contrôle votre sigmoïde. Votre sigmoïde est en train de contrôler le dépassement de 1. Oui, madame. Donc, vous ne pouvez pas avoir... Oui. Mais ça, pour un seul nœud, mais pour le tout, pour gagner les classes.
like ماشي pour la somme تاع est-ce que c'est pour donc même لو كنديروا دي ويت aléatoire ما يخرجولناش la somme تاع les probabilités هادوك supérieur à 1 ما يقدروش مانيش نهضر على un seul J'ai compris votre voilà question. انا نهضر على كاع la somme c'est ça J'ai compris. D'accord, j'ai compris votre question. Laissez-moi m'assurer, Mohamed. d'accord Laissez-moi, je vous réponds la séance prochaine ou avant la séance prochaine. Donc, si vous avez besoin de la réponse, envoyez-moi un email. Sinon, je vous réponds au plus tard la semaine prochaine. d'accord madame parce que Au plus tard, kindirou la backward propagation. Je vais juste m'assurer. Et voilà, parce que madame, il y a un exemple où c'est supérieur à 0. Donc, quand je vais m'assurer de ça. Je vais m'assurer de ça. C'est كي يكونوا الويت كاع يعطيك 0 والبايس كاع 0 والله سيغمويت راح تخرج 0.5 تما 0.5 كاع يعطيك لي فوالا 0.5 في كاع لي كلاس راح تعطينا supérieur à 1. Et je vais m'assurer parce que la sigmoïde, vous allez l'appliquer sur chaque nœud. La sigmoïde est appliquée sur chaque nœud, donc c'est le nœud qui est compris entre 0 et 1. Je vais m'assurer, Mohamed. Hein. D'accord. Je vais vérifier ça pour être sûr. Et je vous réponds au plus tôt. D'autres questions, s'il vous plaît? Donc, je vais juste noter ça. D'autres questions, s'il vous plaît? Pas d'autres questions? Bien, donc s'il n'y a plus de questions, je vous remercie et je vous dis à dimanche, Inch'Allah.